difficile à croire, mais après pratiquement 1 an de campagne électorale aux États-Unis, on arrive enfin à l'élection et avec elle, et oui, bien sûr, à l'heure des bilans. Que dire pour résumer cette campagne, sinon qu'elle aura été atypique, avec un Donald Trump sans expérience politique, rejeté par son parti ou pour l'essentiel de son parti, et une Hillary Clinton avec une expérience au contraire hors du commun, très riche et bien sûr première femme parmi les 2 principaux partis à briguer la Maison-Blanche. 2 candidats aussi très mal aimés dans l'ensemble de l'électorat. Donc, retour sur une campagne qui aura été rocambolesque, on pourrait dire aussi, et qui n'est pas tout à fait terminée. Donc, on revient sur cette campagne avec 2 spécialistes et amateurs passionnés de politique américaine, John Parisella, fellow Cerium, et aussi à la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Bonjour, John. Bonjour. Merci d'être là. Et Philippe Fournier, chercheur au Cerium également. Merci d'être là, Philippe. Plaisir. Bon, des fois, dans le feu de l'action, on peut avoir tendance à abuser des exagérations, enfin, abuser de l'hyperbole. Lorsqu'on regarde la map électorale, lorsqu'on regarde le comportement électoral, est-ce qu'on exagère en disant que cette campagne était véritablement atypique? John? Oh, vous avez fait un résumé exceptionnel. Je dirais, non seulement qu'elle est atypique, mais peut-être la moins inspirante qu'on a vue depuis beaucoup de temps. Je pense que les gens ont une fatigue de cette campagne. Par contre, il y a une animation comme on n'a jamais vu dans cette campagne. Je veux dire, je me fais arrêter sur la rue régulièrement. Évidemment, la plupart des gens qui m'arrêtent, c'est pas des gens qui sont pour Trump, donc ils me demandent de les conforter que Donald Trump ne gagnera pas d'élection. Mais c'est vraiment atypique. Mais il reste que la map électorale est restée sensiblement la même qu'on a vue dans les dernières élections de M. Obama. Ça ne veut pas dire que M. Trump ne peut pas gagner, ça veut juste simplement dire que son chemin pour gagner est beaucoup plus étroit que celle de Mme Clinton. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a 18 États qui représentent 242 votes électoraux qui, depuis 1992, ont voté 100% pour le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Donc, ça lui donne de 2,42 à 2,70, qui est le montant requis. Ça lui donne une marge pas mal plus mince. Les républicains, de leur côté, il y en a 13 États de cette nature-là, et ça équivaut à 106. Donc, on voit que M. Trump doit gagner plusieurs États. Même s'il gagne la Floride ou il gagne l'Ohio, ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'il aille chercher un des grands États dans les 18 que j'ai mentionnés, comme la Pennsylvanie, le Michigan ou le Wisconsin. Et de son côté, il ne peut pas se permettre d'en perdre. Il ne peut pas se permettre de perdre aucun État que M. Romney a gagné la dernière élection. Et au moment qu'on se parle, la Caroline du Nord, qui a été gagnée par Romney contre Obama, semble être en faveur de Mme Clinton. Donc, la map électorale la favorise énormément, même si les sondages au national sont assez serrés puis se resserrent dans les derniers jours. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, on a encore une Amérique rouge, une Amérique bleue. On aurait pu s'attendre à ce qu'avec justement 2 candidats typiques, là, on peut dire un particulièrement typique, Donald Trump, ça soit un raz-de-marée. Et pourtant, il y a encore... On est relativement serré, comme vous l'avez dit. Comment expliquer, malgré tout ça, une relative stabilité sur la map électorale américaine? Bien, comme vous l'aviez dit, juste pour revenir sur le ton un peu de la campagne, là, c'est un ton qui est inhabituel, qui est particulièrement acrimonieux, si on peut dire. Donc, on dirait qu'il y a une espèce du vitriol en bonne quantité. En vrac. Donc, il y a vraiment une espèce, on a l'impression, une dégradation du discours public, du discours politique aux États-Unis. Ces 2 candidats qui représentent deux identités ou 2 personnalités qui sont quand même assez distinctes aussi, il faut bien le dire. Mme Clinton représente ou incarne l'establishment. Et puis, on sait que les Américains ont beaucoup de difficultés avec l'establishment depuis quelques années. Ils l'ont signifié justement en portant portant M. Trump comme candidat à la présidence. En gagnant les primaires, oui. Oui, absolument. Mais bon, comment est-ce qu'on explique cette stabilité? Peut-être que les gens se sont déjà fait une tête, et ce, malgré même les nouvelles informations, les nouvelles révélations sur, par exemple, les courriels de Mme Clinton. Il y a des gens qui savaient déjà qu'ils allaient tout simplement voter démocrate ou républicain. Malgré tout, M. Trump recueille l'appui des républicains majoritairement, malgré ses frasques. On vote selon les partis traditionnellement, et c'est sûr qu'il va y avoir une mince, il va y avoir une partie de la population qui va rester, qu'on va devoir convaincre, encore une fois, mais il n'y en a pas tant que ça. Pour la plupart, les jeux sont faits et les gens ont déjà fait leur choix, indépendamment des derniers développements
Voilà. Donc, aux États-Unis, c'est terminé l'époque où on se disait on pouvait basculer d'une élection à l'autre, de républicain à démocrate. C'est assez cristallisé, là. Bien, ça dépend. Quand vous regardez la situation au niveau... sur le plan historique, il y a seulement Franklin D. Roosevelt et les 2 mandats de Reagan et Bush qui ont amené le même parti à occuper la Maison-Blanche pour plus que 2 termes. Donc, même avant l'amendement à la Constitution qui a limité les termes de président, on avait quand même juste 2. Washington a fait 2 termes, Jefferson a fait 2 termes, Jackson a fait 2 termes, personne n'avait vraiment fait 3 termes. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y avait une certaine stabilité, puis ça avait été un candidat plus typique que M. Trump. Je pense que Mme Clinton a eu de la difficulté parce que le côté défavorable, les sondages sont très défavorables envers les deux. Et s'il y a quelque chose qui s'est produit dans cette campagne, ça n'a pas amélioré, disons, leur cote. Mme Clinton est beaucoup plus conventionnelle comme candidate, il faut l'avouer. Et M. Trump est complètement non conventionnel. C'est le politically incorrect, là, pour employer un anglicisme, incarné, puis il joue ce jeu-là de l'outsider. J'ai jamais vu dans les débats qu'on attaque à peu près à 10 pieds de distance la vie personnelle de son adversaire, et en plus, on l'appelle corrompu, puis en plus, on va vous enquêter, puis on va vous mettre en prison. Ça, c'est du jamais vu. J'ai vu des débats qui s'étaient corsés à l'époque, mais on sentait que les gens se donnaient la main avant, se donnaient la main après, et les gens fraternisaient avec les familles respectives. Là, vous avez pas eu ça dans la plupart du temps, ou si c'était fait, disons, la poignée de main, c'était fait vraiment à contre-désir. Donc, vous avez une situation qui va définitivement avoir un impact sur le climat politique post-campagne. Et on le voit déjà en s'en allant vers la campagne, on se pose la question, M. Trump dit que s'il passe, c'est parce que le système est truqué. Donc, est-ce qu'il va se rallier le soir de l'élection? Si le vote est aussi serré que ça semble s'indiquer au niveau du vote populaire, est-ce qu'il va mettre à contester? Donc, je pense que ça va rester. Puis dans le cas des républicains, qui semblent se diriger vers le maintien de la Chambre des représentants, eux promettent essentiellement beaucoup d'enquêtes sur Mme Clinton. Un représentant a dit en fin de semaine, un petit lapsus mental, il a parlé d'un impeachment, il a parlé de destitution. Comme ça, on peut s'attendre à vraiment une agressivité contre Mme Clinton pour qu'elle puisse pas mettre en pratique son agenda. Mais comme Philippe l'a si bien dit tantôt, ou c'est peut-être de vous, c'est que Trump aussi fait pas l'unanimité dans son propre parti, et surtout dans les penseurs de parti, les gens qui regardent la clientèle éventuelle du Parti républicain qui n'ont fait aucun effort pour aller chercher des votes latinos ou des votes noirs, à part d'aller dans quelques assemblées puis avoir quelques porte-paroles, mais en grande partie, ils n'ont fait aucune politique puis ils n'ont tenu aucun discours pour les attirer. Tout à fait. On reviendra effectivement sur l'après 8 novembre, mais avant, j'aimerais revenir sur certains réalignements de l'électorat. Je veux dire, on sait les blocs des Blancs, des Noirs, des Hispaniques, les gens plus éduqués, moins éduqués. Trump a fait son pain et son beurre avec l'ouvrier, col bleu, blanc, surtout les hommes. Il a une avance astronomique. Et d'ailleurs, sa position relativement élevée dans les sondages vient beaucoup de cet électorat-là. Est-ce qu'on assiste à un réalignement ou à la fin d'un cycle dans le comportement électoral des Américains avec les deux partis? Personnellement, je pense que oui. Disons, il y a une migration qui s'est initiée de cet électorat-là, du même électorat dont vous parliez tout à l'instant, du Parti démocrate vers le Parti républicain. Et ça s'est fait graduellement au fil des ans. Disons que la première vague a commencé ou a été inaugurée pendant les années 60, pendant tout le mouvement pour les droits civiques. Et faut rappeler que le Parti démocrate a longtemps été dominant dans les États du Sud. Et ils ont perdu les États du Sud au tournant des années 60, au début des années 70. Maintenant, il y a l'électorat blanc du Nord, qui est plutôt, surtout si on regarde les États, en fait, au sud des Grands Lacs, c'est une zone aux États-Unis qui est fortement axée sur la production manufacturière. Et puis on sait que le processus de la mondialisation qui a
entraîner une délocalisation massive vers le Mexique et la Chine, qui sont d'ailleurs des ennemis souvent identifiés par M. Trump et ses partisans. Oui. Cet électorat-là, qui votait traditionnellement démocrate ou massivement démocrate, qui était souvent syndiqué, s'est rallié graduellement, et ça a commencé avec Reagan, mais ça s'est poursuivi au fil des ans par la suite, s'est rallié du côté du Parti républicain. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine anxiété économique qui découle justement de la perte d'emploi, et il y a aussi cette impression-là qui est partagée par une bonne section de cet électorat-là, qu'on a perdu les rênes du pays. Et on est un peu mal à l'aise, où on se sent à l'étroit dans cette Amérique, dans l'Amérique d'aujourd'hui, qui a un nouveau visage, qui est beaucoup plus divers, etc. Donc, le poids démographique, le poids politique, le poids culturel de cet électorat-là semble diminuer. Et ça crée donc une double anxiété au sein de cet électorat-là, qui est à la fois économique et culturel. Et ce sont les gens qui, effectivement, sont derrière le mouvement Trump pour la plupart. Et donc, là, c'est l'occasion de revenir sur l'après 8 novembre, la reconstruction, on pourrait dire des partis, mais je pense qu'on peut mettre l'accent sur le Parti républicain. Trump a réussi, avec sa campagne insurrectionnelle, à aller rallier ces électeurs-là et avec un discours contre l'establishment, y compris du Parti républicain. Est-ce que vous pensez que le Parti républicain, tel qu'il est constitué en ce moment, est capable de se réunifier, d'aller chercher cet électorat-là qui est très en colère, il faut le dire? Je pense que Philippe a raison quand il explique la migration graduelle qui a commencé surtout vers la fin des années 60. On a vu aussi même que les gens de la classe ouvrière ont aussi été attirés par Bernie Sanders dans le Parti démocrate. Donc, il y a des gens, surtout dans l'Iowa, qui sont probablement le plus capables d'avoir été pour Sanders et devenir supporters de Trump. C'est pour ça que l'Iowa est fort probable va aller dans le camp des républicains à cette élection. Cela dit, quand même, faut voir Trump pas comme un mouvement, comme lui aime se décrire. Oui. C'est peut-être un moment en histoire où cette colère, cette grogne, largement souterraine et souvent négligé par l'establishment républicain, s'est senti finalement avec un porte-parole qui insultait ses collègues de son propre parti, qui disait des choses que des fois les gens disaient. Tu sais, moi, je reste quand même avec l'image, la fois qu'il s'est moqué d'un journaliste qui avait un handicap, avec aucune excuse qui a suivi, puis il a beau dire qu'il ne l'a pas fait, mais on le regarde, c'est sur vidéo, vous pouvez le revoir, et ses commentaires sur les Mexicains, les commentaires sur les musulmans, les commentaires sur les femmes. Donc, on voit que c'est pas dans mon esprit l'Amérique de l'avenir. C'est une Amérique qui est en décroissance. C'est une Amérique qui gravite ou qui reste surtout dans les États plus petites. Et tantôt, quand je vous ai donné des chiffres sur les 18 États équivaut 242, c'est les plus grands États, comme la Californie, comme la Floride. Et moi, je pense qu'avec le niveau d'éducation qui va continuer à s'améliorer davantage aux États-Unis, je pense que les républicains font face à une courte vue sur leur avenir s'ils restent avec l'électorat qui a gravité autour de Trump dans cette élection. John Parisella, Philippe Fournier, plus que quelques jours avant le jour J, et avec tout ce qui s'est passé, là, on vient d'en parler, on aura l'occasion de reparler de toutes les conséquences de cette campagne électorale-là et de l'élection. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci.